que je te propose, c'est de venir avec ta chaise. On va s'asseoir tous les deux là, comme ça, côte à côte ici. Ça sera plus simple et pour discuter et pour la caméra que Florence a accepté. Oui, oui, très bien. Voilà. Alors, tu veux bien m'expliquer en quelques mots, t'as quoi, t'as des migraines, t'as des céphalées, depuis longtemps, depuis toujours? Même dans le ventre de ta maman? Ah, tu vois. Et depuis toujours, alors depuis aussi longtemps que tu te rappelles, c'est-à-dire petite fille en primaire, c'était déjà le cas? Oui, j'avais des maux de tête, j'étais jeune et les migraines sont arrivées à l'âge de 20 ans. D'accord, ok. Donc au passage, hein, c'est utile de faire préciser qu'est-ce que tu appelles depuis toujours, parce qu'on se rend compte que c'est pas depuis toujours. Et qu'est-ce qui nous intéresse, c'est les exceptions symptômes. Ce que j'appelle l'exception symptôme, c'est tu as presque toujours mal au crâne, mais il y a des mots où tu n'as pas mal au crâne. Et quand tu n'as pas mal au crâne, comment ça fonctionne? Parce que le positif attire le positif. Et donc c'est les moments où le problème n'est pas là, qui ont quelque chose à nous apprendre en quelque sorte. Parce que c'est le moment où le problème n'est pas là qu'il faut réussir à généraliser et à lui donner du pouvoir. Donc à 20 ans, les migraines ont commencé. Donc aujourd'hui, j'imagine, tu as fait tout le parcours des centres antidouleurs, etc. Donc qu'est-ce que tu as comme traitement? Alors, j'ai un traitement de fond. J'ai des triptans que je prends à la demande et je me fais des piqûres également. Et là, dernièrement, je loue un appareil qui s'appelle le céphalie. Voilà. Donc en fait, j'ai une électrode que je mets là, et puis je le mets, ça fait comme un casque, et puis ça diffuse des ondes. Voilà, mais là vraiment c'est tout nouveau. J'essaie. Donc j'ai 40 jours, pour l'essayer, puis ma foi, si toutefois ça me convient, ça me soulage. J'achète l'appareil. D'accord, ok. Et donc tes migraines, elles sont, c'est quoi? C'est quotidien, 2-3 fois par semaine, c'est comment? C'est quasi quotidien. C'est quasi quotidien, d'accord. Qu'est-ce que tu as repéré? C'est sensible à la fatigue, au bruit, à la contrariété, aux odeurs, à quoi? À tout? Ouais. La fatigue, le stress, le bruit, les odeurs, la contrariété, le manque de sommeil. Donc il faudrait que tu vives dans un cocon. Et avec les traitements, donc les traitements sont efficaces. Si tu les prends tout de suite, quand la crise arrive, tu arrives à l'apaiser. Comment ça fonctionne? Oui, mais je me rends compte que je suis surmédicamentée. J'ai un protocole à respecter que je ne respecte absolument pas. Sinon, je ne suis pas là devant vous, je ne vis pas. Je ne vis pas. Okay. Et donc tes migraines se présentent comme des vraies migraines, c'est-à-dire que tu es obligé de te coucher, de t'allonger Si vraiment je ne l'aurais pas à temps, oui. C'est dans le noir coucher, sans bruit, puis je vomis. D'accord. Ok. Et donc, au prix d'avoir le corps rempli de médicaments, tu arrives à avoir une vie à peu près normale? Tu prends des médicaments quasiment tous les jours, mais grâce à ça, tu aurais les crises et tu as avoir une vie à peu près normale? J'essaie. Ok. Je vis en fonction des migraines, en fait. C'est ma meilleure amie. Il y a eu des périodes de tranquillité ou pas? Non. Ok. Et maintenant, tu as quel âge? J'ai 51 ans. 51 ans, donc ça fait 30 ans de migraine quasi quotidienne? Oui. Non, quand j'étais plus jeune, j'en avais peut-être moins quand même. J'en avais, mais moins. Mais toujours est-il qu'à l'époque, je ne prenais pas les médicaments que je prends maintenant, c'est-à-dire que les piqûres n'existaient pas, les triptans n'existaient pas. Donc je subissais. J'étais couchée pendant 3 jours, 3 nuits, je vomissais, je ne pouvais pas aller travailler. Je m'isolais complètement. Tu as eu des enfants? J'en ai 2. La période de grossesse, ça changeait quelque chose ou pas? J'ai eu mal à la tête. Ok.
Très bien la tête, c'est-à-dire c'était des maux de tête plutôt que des migraines? Des maux de tête et des migraines. D'ailleurs, je subissais parce que je pouvais rien faire. Et là, tu pouvais entendre pendant les grossesses? Non. Ok. Donc c'est pas spécialement un bon souvenir? Donc en mes grossesses? Ouais. Bien sûr que si. Ah, quand même. C'est intéressant parce que je subis les migraines, ma vie est conditionnée par ça. Malgré tout, la grossesse a réussi à prendre le dessus. J'avais mal, c'était désagréable, mais bien sûr que c'était une chouette période. Ah, on peut quand même vivre des chouettes choses même avec beaucoup la tête. Ça, c'est sympa. Ok. Alors, par rapport à tout ça, après, j'imagine que tu fais attention à ton hygiène de vie, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ton sommeil, tu fais attention à pas trop boire, toutes ces choses-là. Je peux pas boire. Tu peux pas boire du tout. Il faut qu'on règle le problème. Ok. Donc voilà, tu fais attention à plein de choses pour éviter de te mettre en danger. Après, en termes de solutions, en dehors des médicaments, donc tu as essayé des choses comme la relaxation, la sophrologie, je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait déjà? J'ai essayé l'acupuncture, ça n'a pas fonctionné. En termes médecins, je pense que je les ai tous fait, quasiment. Toutes les professions qui puissent exister. Sophro, j'ai un peu du mal en fait à rentrer dedans, le lâcher prise, j'ai un peu du mal. Et là, dernièrement, je vois une personne qui est anesthésiste dans une clinique à Aix-les-Bains, qui fait de l'hypnose. D'accord. Donc je viens de commencer avec lui. Ok. Et donc, ça t'apporte quelque chose? Pour l'instant, non. Parce que c'est juste le début, oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as compris de l'hypnose? Il t'a expliqué un petit peu, j'imagine? Tu as déjà fait des séances d'hypnose ou pas encore? On en a fait 2, mais moi, j'ai pas l'impression d'être vraiment rentrée dedans. D'accord. Okay. Et qu'est-ce qu'il t'a expliqué? T'as expliqué un petit peu l'hypnose ou c'est quoi pour toi l'hypnose? C'est un lâcher prise. C'est vrai que pour moi, l'hypnose, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle l'hypnose, je sais pas comment vous appelez ça, théâtrale, je sais pas, ce qu'on voit avec Mesmer. Pour moi, c'était vraiment ça. En fait, il m'a expliqué que nous, c'était ça. D'accord, ok. Et donc pour toi, l'hypnose, du coup, tu fais une différence avec la sophrologie ou pas? Oui. Ouais. Et ça, c'est quoi la différence? Parce que tu parles de lâcher prise pour les deux. Alors, je sais pas, c'est mon ressenti. Ouais, peut-être que l'hypnose, c'est plus profond que la sophro. D'accord. Ok. Et après, sur l'intérêt de l'hypnose, il t'a expliqué quelque chose ou pas? Pourquoi est-ce que l'hypnose pourrait t'aider? Il t'a expliqué ou pas? Ou pas du tout ça? Pas pour l'instant, pas plus que ça. D'accord. On est encore en questionnement, il apprend à me connaître. Dans les séances d'hypnose, tu sais à peu près ce qu'il te raconte? Qu'est-ce qu'il t'a proposé pour l'instant? Il me propose d'aller dans un endroit où je suis bien. D'accord, un endroit agréable, etc. Voilà. Ok. Ouais. D'accord. Alors, première chose, d'abord te donner quelques petites explications si tu les as pas encore eues. Par rapport à l'hypnose que toi tu peux voir à la télévision, ce que tu imaginais, et puis ce qui se pratique effectivement en médecine et en psychologie, bien souvent c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que l'hypnose de Mesmer, elle est, pour que ça fonctionne chez Mesmer, il faut être réceptif, et on considère qu'il y a une personne sur 10 à peu près qui est réceptif et qui peut donc fonctionner comme ça se passe chez Mesmer. Alors, du coup, un médecin il a besoin d'aider plus d'une personne sur 10, et c'est pour ça qu'on a inventé une autre forme d'hypnose qui s'appelle l'hypnose ericksonienne, mais peu importe ce nom, du nom de Milton Erickson, le psychiatre. Et Erickson lui-même, c'est quelqu'un qui a eu des gros soucis de santé. Il a eu la polio, il a été complètement paralysé, il a dû réapprendre à marcher. Et sur les 25 dernières années de sa vie, il s'est retrouvé dans un fauteuil roulant. Et tous les gens qui sont dans un fauteuil roulant, qui ne peuvent plus bouger, ont des douleurs aussi, du fait de l'immobilité, etc. Donc Erickson a dû, pendant 25 ans de sa vie, gérer des douleurs. Et du coup, Erickson, qui a réinventé l'hypnose, nous explique, si je simplifie les choses,
que le but du jeu, c'est de faire travailler notre inconscient. C'est-à-dire que par la volonté, tu n'arrives pas à gérer cette douleur. L'idée, si ta volonté ne sait pas le faire, c'est que ton inconscient peut t'aider à le faire. Et l'exemple qu'on prend avec la douleur, c'est le suivant, c'est imaginons que j'allume un briquet et qu'on regarde combien de temps tu gardes la main dessus du briquet. Tu vois que tu ne vas pas garder la main très longtemps dessus du briquet allumé. Par contre, s'il y a un incendie dans l'immeuble et pour sauver notre vie, il faut traverser 3 mètres de flamme, alors on va être capable de traverser 3 mètres de flamme et on oublie la douleur. Pendant la grossesse, tu as eu la capacité de passer par-dessus la douleur pour quand même profiter de cette superbe aventure de donner la vie. Et j'imagine que voilà, les premières fois que tu as eu ton bébé sur le ventre, etc., c'était merveilleux et qu'à ce moment-là, ça passait même par-dessus la migraine. Ça prouve que dans certaines situations extraordinaires, on a la capacité à oublier complètement la douleur. Mais on ne sait pas comment on fait. Et chez le dentiste, on n'arrive pas à faire exprès. Parce que c'est pas la volonté, c'est l'inconscient qui bosse. Et donc le but du jour en hypnose, c'est de faire travailler cet inconscient. Et pour faire travailler notre inconscient, il n'y a pas besoin d'être inconscient. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être dans le coma, il n'y a pas besoin de dormir. Et beaucoup de gens imaginent qu'en hypnose, ils vont perdre le contrôle et qu'ils vont complètement dormir, se rappeler de rien du tout, etc. Ça, c'est de la légende. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tu restes présente, tu restes consciente, mais que tu vas apprendre à faire bosser ton inconscient pour que tu puisses bénéficier des ressources, des capacités de cet inconscient. Dit autrement, on n'utilise que 10% de notre cerveau. La partie qui replie, c'est l'inconscient et toutes ses possibilités. Deux autres images rapides de l'inconscient positif. Non seulement il est capable de gérer notre corps et de gérer les douleurs, par exemple, mais on dit aussi que la nuit porte conseil. Tu trouves des solutions pendant que tu dors, c'est ton inconscient qui bosse et qui trouve la solution. Même chose dans la journée, quand tu cherches un problème que tu ne trouves plus, ou donc tu dis bon allez laisse tomber, on va parler d'autre chose, et pendant que tu parles d'autre chose, ça revient. Tu es d'accord avec cet exemple? Ouais. Et puis, troisième et dernier exemple, on dit le vélo, ça s'oublie jamais parce que c'est inconscient. En vérité, c'est tout ce qu'on a appris à faire. Également, on a appris à lire, on a appris à écrire, ça a demandé plusieurs jours. Et puis un beau jour, on sait lire et écrire, c'est comme si on est toujours sur le fer, ça devient des automatismes. Même chose avec la voiture, si tu conduis, quand tu as passé le permis, au début c'était compliqué. Déjà, il y a 3 pédales de pied, on ne sait pas trop comment vous faire. Et puis finalement, au bout d'un moment, ça s'intègre. Et on conduit comme des petits robots. On se pose plus de questions, c'est notre inconscient qui conduit. Le but du jeu en hypnose, pourquoi faire de l'hypnose? Parce que l'hypnose, ça va permettre de faire travailler cet inconscient, et que notre inconscient peut faire plein de choses pour nous. Ok avec ça? Alors l'idée après par rapport à la douleur, c'est que une façon de faire, c'est de travailler sur des images. C'est tout ce que l'esprit peut avoir du pouvoir sur le corps. Maintenant, bien souvent, ce pouvoir, il peut passer par des images, par des choses qu'on va imaginer, et qui vont aller dans le bon sens, et c'est ce que je te propose d'apprendre à faire aujourd'hui pour venir apaiser tes migraines. La stratégie sur laquelle est parti l'anesthésiste, c'est d'apprendre à gérer ton stress. Grosso modo, tu es quelqu'un de stressé, tu as du mal à lâcher prise, tu es dans le contrôle, tu es une espèce de tour de contrôle ambulante, et donc lui il a repéré ça, et il veut t'apprendre justement à lâcher prise, à déstresser, plus cool, plus relax. Et donc pour ça, il te fait voyager, il t'emmène à la plage, il t'emmène dans des endroits agréables pour toi, etc. Dans ce qu'on appelle les bons souvenirs, avec l'idée que tu vas apprendre à déstresser. C'est-à-dire qu'en ce sens-là, il veut couper une des causes qui fabrique la migraine, le stress, les contrariétés, vont fabriquer une migraine. Il veut t'apprendre à être plus zen, plus cool, et du coup, il y aura moins de déclencheurs. L'idée que je te propose pour aujourd'hui, c'est de travailler sur autre chose, que lui fait déjà ça. Et l'idée que je te propose, c'est d'apprendre à gérer le début de migraine quand il est là, peu importe ce qui l'a installé, que ce soit une odeur, que ce soit un bruit, que ce soit peu importe quoi. Et l'idée pour ça, c'est qu'on va faire 2-3 petits exercices pour que tu apprennes à gérer ton corps et tes sensations par toi-même. D'accord? Alors, pour ça, je vais te proposer un premier petit exercice pour te montrer comment notre imaginaire peut agir sur le corps. Et si tu veux, on va décroiser les mains, voilà, puis tu vas laisser tes yeux fermés volontairement. Et puis une fois que tu as laissé les yeux fermés, ça permet de mieux s'intérioriser, tu vas pouvoir t'intérioriser tranquillement. Et ce que je vais te proposer, c'est simplement de remarquer comment les mouvements de la respiration peuvent ressembler aux mouvements des vagues. À chaque fois que tu respires, ça monte et ça descend.
Et tu peux remarquer comment ces mouvements reproduisent les mouvements des vagues qu'on peut voir monter et descendre en regardant l'horizon. Et puis on peut prolonger la comparaison, parce que si tu y songes, l'air dans ton corps fait des va-et-vient à chaque respiration. Et ces va-et-vient correspondent au flux et au reflux, au sac et au ressac des vagues sur le sable. Dans sa tête, on peut voyager. Par la pensée, tu peux te transporter sur une plage de sable fin et observer quelques instants le mouvement des vagues, comme les vagues vont et viennent. Et tu as déjà pu aussi remarquer comment le mouvement des vagues va lisser le sable, comment ça va effacer les traces de pas sur le sable. Et d'une façon un petit peu poétique, on pourrait imaginer, quand on regarde ainsi les vagues aller et venir, qu'on assiste en quelque sorte à la respiration de la planète. Un petit peu comme si le sang, c'était un espèce de gros poumon liquide qui se gonfle et qui se dégonfle depuis la nuit des temps. Et juste avec ce discours, des choses sont en train de changer en dedans de toi. Par exemple, tu as certainement déjà remarqué ces petits mouvements au niveau des paupières qui vont aller en s'accentuant. Tu as aussi remarqué comment ta respiration est devenue plus profonde, plus complète. Et comment les vagues de respiration sont un peu plus importantes. Et d'autres changements peuvent avoir lieu en dedans de toi. Et tu vas pouvoir te représenter à ta façon cet inconscient positif qui est capable de nous faire oublier une douleur. On peut imaginer que même avec une migraine débutante, si tu recevais un appel au secours de tes enfants, tu serais capable de te lever, d'oublier aussitôt cette douleur et d'aller sauver la vie de tes enfants s'il le fallait. Il y a en toi un logiciel qui est capable de ça, sauf que tu ne sais pas comment on démarre ce logiciel. Un petit peu d'ailleurs comme un véritable ordinateur. Dans vos ordinateurs, il y a des dizaines de fonctions dont on ne servira jamais. Elles sont là, on ne sait même pas qu'elles existent, on n'a jamais appuyé sur tel bouton. On n'utilise probablement que 10% de l'ordinateur. Pour t'apprendre à utiliser une partie de cet inconscient cognitif, on va passer par une sensation physique. Je vais me permettre dans quelques instants de poser mes mains sur ton bras. Puis à la façon, je vais bouger ton bras. Et ce que je te demande, c'est de ne pas m'aider. C'est-à-dire de ne pas faire de gestes volontaires. Être juste curieuse des sensations dont tu vas faire l'apprentissage, des sensations que tu vas découvrir. Je vais maintenant me permettre de poser la main sur ton poignet. Tout doucement, tranquillement, de toute façon, je vais prendre tout mon temps pour venir soulever ton bras. J'ai d'abord le mot, déjà relax, très bien. Et au fur et à mesure qu'on le soulève, tu vas constater, c'est déjà là maintenant plus de légèreté. Cette main et cet avant-bras sont capables de devenir de plus en plus aériens. Et tu vas te servir de ton imaginaire. Tu vas imaginer un gros bouquet de ballons, c'est des ballons gonflés d'hélium, comme on voit à Disneyland ou ailleurs, et tu vas les attacher à ton poignet. Les doigts deviennent les rubans attachés à ce gros bouquet de ballons. Tu les gonfles, tu en rajoutes. Tu les regardes monter, tu regardes les ficelles se tendre de plus en plus. Tellement de ballons, tellement nombreux, tellement gonflés qu'ils sont capables de maintenir ici le poids de ta main. Ensuite, tu vas constater qu'à chaque respiration, la main elle-même devient comme un ballon. Sans trop savoir comment tu fais, tu envoies de l'air dans cette main. Tellement d'air qu'elle-même ici devient de plus en plus légère, de plus en plus aérienne, capable de flotter suspendue à mes doigts au-dessus. De plus en plus légère, de plus en plus aérienne, capable de flotter suspendue à mes doigts au-dessus comme des aimants. Et les aimants, même à distance, ça fonctionne. Et tu prends le relais maintenant, toi toute seule. Tu imagines tes ballons à ta façon. Si une autre image te parle, comme par exemple un coussin d'air qui se gonfle en dessous, alors tu gonfles le coussin d'air. Tu
Tu vas chercher les images qui sont OK pour toi, pour que cette main devienne de plus en plus légère, tellement légère que comme un de ces ballons qu'on va lâcher, elle remonte de plus en plus légère. À chaque respiration, c'est bien, très 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 bien. Tu vas constater que ça marche avec la respiration, que ça marche avec les battements du cœur. Au fur et à mesure, à chaque battement du cœur, à chaque respiration, comme un ballon se gonfle de plus en plus légère, de plus en plus légère. Ensuite, simplement, une sorte de gaz va venir remplir ta main. Maintenant, ce gaz, comme ceux qu'utilisent les anesthésistes, a des capacités anesthésiantes. Peut-être tu as déjà entendu parler du Léopard, un gaz qu'on fait respirer aux enfants pour venir leur permettre de s'apaiser, d'être à moitié endormis et de pouvoir vivre beaucoup plus confortablement ce qu'on va avoir à faire avec eux pour leur santé. Pendant ce temps-là, une sorte de fourmillement va commencer dans ta main. Ça commence au bout des doigts, puis ça remplit petit à petit tout l'espace, ça gagne la pulpe des doigts, ça gagne la main, toute la main, à peu près jusqu'au poignet, comme si tu avais une sorte de gant anesthésiant. Ce petit fourmillement, ce petit picotement va devenir une forme d'engourdissement, qui fait que cette main va devenir de plus en plus comme dans du coton. Cette main qui devient comme dans du coton va devenir relativement sensible à la douleur. En fait, tu vas imaginer dans ton cerveau une autre chose, tu vas imaginer un cadran qui viendrait mesurer la douleur. C'est quelque chose que tu connais bien, quand tu es confortable, c'est à 0, quand tu es vraiment très 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 invalidé, c'est à 10. Tu vas maintenant imaginer que ce cadran-là, on lui a fait quelque chose de façon à ce que ça reste bloqué à 5 maximum. Par exemple, dans quelques instants, on va permettre de pincer le dos de ta main. Tu vas sentir la présence de mes ongles, tu vas sentir la présence de mes doigts, tu vas sentir la pression sur la peau de ta main. Et cette sensation va en quelque sorte plafonner à ce niveau de 5 sur 10. Quelque chose de tout à fait supportable. Si la jauge, si l'écran devait monter, ça ne dépasserait jamais les 5 sur 10 pour cette expérience. Dans ce temps-là, ta main continue de s'engourdir. Je vais maintenant me permettre de prendre ta main à nouveau, et puis je vais simplement venir appliquer une pression sur le dos de ta main. Une pression que tu ressens, et cette pression reste supportable, tout à fait supportable, à un niveau maximum de 5 sur 10. Et cette main est comme un petit peu comme dans du coton, comme tout à fait engourdi. Très 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 confortable, très 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 bien. Et puis tu vas garder cet engourdissement et cette sensation de coton au niveau de la main pendant que ta main va maintenant pouvoir redescendre au fur et à mesure que les ballons qui la soutiennent, par exemple, se dégonflent. Lorsque ta main va se reposer sur ta jambe, on va laisser s'interrompre pour quelques instants cette première expérience. Voilà, très bien, ton bras va se reposer complètement. Une fois qu'il est reposé, tu restes confortable et tu vas pouvoir laisser tes yeux s'ouvrir à tourner de ta façon. Alors, je t'ai pincé la main, ça atteint quel niveau? 5. 5? Ok. Est-ce que tu as vu la trace de mes ongles dans ta main? Ouais. Alors, est-ce que tu avais l'impression que j'avais pincé aussi fort que ça ou pas? Je m'en doutais, j'avais pas l'impression, mais je m'en doutais que vous me passiez fort. J'avais pas l'impression, mais je m'en doutais. D'accord. C'est une expérience que j'aime bien mener avec les patients pour leur montrer que, parce que pour ceux qui sont pas trop loin, il y a encore, vous voyez là sur le côté, les ongles qui sont incrustés dans sa main. C'est-à-dire que de l'autre côté, pareil, vous voyez ceux qui sont suffisamment proches, je fais pas semblant, on voit encore la marque des ongles qui est bien imprimée. Donc vraiment, je fais pas semblant, si vous avez vu, même je secoue un petit peu. C'est-à-dire histoire que le patient réalise qu'il y a une vraie prise, puis après de toute façon il voit les traces des ongles dans la main qui vont rester encore quelques minutes. Et donc effectivement, on ne fait pas semblant, et ce que je surveille, c'est son visage. Est-ce que j'ai une grimace ou pas? Et en fait, je n'ai même pas une grimace, je n'ai même pas une accélération de la respiration, j'ai rien du tout.
elle reste calme et paisible, et donc elle me prouve qu'elle est capable de gérer. Bon, alors d'accord, c'est pas la douleur la plus atroce qui soit, hein, je ne vais pas arracher un doigt. Malgré tout, je vous garantis que je vous pince comme ça, vous allez avoir une démasse, vous allez le sentir. Et puis, chez les gens qui sont habitués à la douleur, peut-être que l'exercice est un petit peu faussé. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas de Florence, ça fait 30 ans qu'elle gère des douleurs insupportables, et donc elle a appris à supporter la douleur. Et je pense que par exemple, quand elle va chez le dentiste, c'est pas spécialement chochotte chez le dentiste, parce que voilà, la douleur, elle sait ce que c'est, elle sait vivre avec, et qu'elle a appris de toute manière à la gérer. Malgré tout, même si chez ces gens-là, on va dire, c'est un petit peu moins démonstratif, on mesure une différence entre le ressenti et ce qu'on a réellement vécu. Voilà. Alors, est-ce que tu as envie de partager des choses? Les émotions? Oui. Ouais. Je ne vais pas trop insister sur la petite fille. Hein. Oui, oui. Bon, je pense que je peux le dire pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'au moment où je vais explorer un petit peu l'enfance, aussi je lance des lignes en quelque sorte, et vous avez vu comment est-ce que dès qu'on parle de l'enfance, il y a des émotions qui sont montées aussitôt, et donc je peux insister plus que ça, et je vais juste faire une suggestion là, par rapport à cette souplesse qu'on peut avoir dans l'enfance, et comment est-ce qu'on peut réactualiser quelque chose. Maintenant, je pense que tes migraines, elles ont peut-être aussi d'autres racines que tu peux travailler autrement. Comment dire les choses? Je pense qu'elle a compris. Que c'est aussi une histoire de vécu, quoi. Et bon, on va pas exposer, je le connais pas, mais on va pas exposer son vécu ici, c'est pas le mieux, etc. Mais ouais, il n'y a pas que le physique, les mots du corps, MAUX, pour les mots MOTS, hein, comme on dit. T'as réussi à nous mettre du bleu? Non. Non. C'était du jaune, le bleu ne voulait pas venir. Ben, rouge et bleu, je me demande quelle couleur ça donne quand tu les mélanges. Non mais rouge et bleu, quand tu mélanges du rouge et du bleu, ça donne pas Violet. Enfin violet, ouais. Bon, jaune c'est mieux quand même, t'as bien choisi. Jaune et rouge, Ouais, jaune et rouge, bah, c'est orange, ouais, tout à fait, ouais. T'as senti ta main qui s'écartait là? Celle-ci, elle est partie, mais je la sentais partir, mais elle ne voulait pas prendre son envol. Il manquait un petit quelque chose pour décoller. Ok. Donc en tout cas, ce que vous voyez aussi avec ces deux petits bouts de séance, c'est que si je devais voir un patient plusieurs fois, pour plusieurs séances, hein, l'idée à chaque fois c'est d'avoir une progression. Donc on commence par la catalepsie. Donc ce qu'on appelle la catalepsie, c'est ça, c'est quand je prends ton bras puis qui veut bien rester à sa place. Et puis après, on tente d'aller vers une lévitation. Puis tu as des gens qui vont d'entrée de jeu, elle était pas loin, hein, on aurait eu un petit peu plus de temps, etc. D'entrée de jeu, vous fabriquez la lévitation. Et puis sans ça, vous leur refilez un petit coup de main comme j'ai fait là. Donc je fais une catalepsie très basse et puis qu'elle a continué elle-même par une forme de lévitation avec cette distance qu'elle a pu prendre. Et donc voilà, l'idée c'est que plus on en fait, plus le patient s'entraîne, plus il sera capable d'avoir des résultats. En tout cas, toi tu voyais pas au niveau de ton visage, tu sentais que tu avais un déséquilibre dans le visage. Et c'est aussi assez courant chez les gens comme ça qui ont des migraines. Et je pense que ça c'est intéressant à la vidéo de voir comment au fur et à mesure de la séance, le visage sera harmonisé. Je l'ai largement commenté parce que c'est un signe extrêmement positif et que je suis persuadé que tu vas sentir une évolution après ça. Okay. Merci Florence. Merci. Est-ce que tu as des questions? Je suis toute... C'est bizarre pour moi parce que là, c'est la première fois que je suis un peu déstabilisée. D'accord. Ouais, ça veut dire que tu sens quelque chose lâcher à l'intérieur de toi. Ouais. Petite fille qui a remonté. Donc
Donc là voilà, c'est pas le lieu parce que je veux pas le travailler devant 30 personnes, hein, mais à l'évidence on se reverrait, on irait rendre visite à nouveau à cette petite fille et puis voir un petit peu ce qu'elle a encaissé. En tout cas, un grand merci. Bah, c'est bien. Un grand merci pour ce qu'elle... Elle a été filmée, mais pour la première fois pendant un séance d'hypnose, elle s'est sentie lâcher prise, elle s'est sentie ne plus être dans son contrôle habituel. Et c'était pour elle tellement fort que arrêter de filmer ou pas, à la limite, c'était même plus le problème. Voilà, d'avoir vécu ça, elle a eu une très grosse émotion. Et je pense que tu as aussi de cette émotion-là, tu as les deux en même temps. Il y a la petite fille qui t'a un peu surprise. Et puis il y a aussi là. Ah, vas-y, alors. Bon allez, on va laisser tranquille. Merci. Encore merci.